Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque au très puissant Lightning de Tampa Bay, double champion de la Coupe Stanley, une organisation qui en saison régulière était une organisation qu'on va qualifier de bonne mais pas nécessairement excellente, mais une fois entrée en séries éliminatoires cette équipe-là était littéralement imbattable. Ils ont eu peut-être plus de difficultés avec les Islanders de New York, mais sinon après ça l'organisation a été une organisation tellement dominante. Ça n'a pas été nuit et jour, saison régulière et séries éliminatoires, mais il y a quand même une bonne différence entre les deux. En saison régulière, on a une organisation qui a été bonne à peu près à tous les niveaux. En série, on a été excellent à plusieurs niveaux. Certes, l'absence prolongée d'un gars comme Kucherov, qui n'a pas du tout joué en saison régulière, mais qui est arrivé en séries éliminatoires, c'est quelque chose qui a eu un impact au niveau du rendement offensif de l'organisation. Un gars comme Steven Stamkos, qui a été limité à 38 matchs en saison régulière, lui aussi a eu un impact au niveau de la production offensive. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des joueurs qui ont connu des saisons qui étaient bonnes, mais des séries excellentes. Bien entendu, Kucherov en séries éliminatoires a été littéralement fumant, là, ça n'a pas de sens. On parle de 23 matchs en séries éliminatoires, 8 buts, 24 passes, 32 points. Plus d'un point par match en séries éliminatoires pour lui. Sinon, si on pense à un gars comme Brennan Point a connu une bonne saison régulière, quand même 48 points en 56 matchs, mais pas un point par match. Séries éliminatoires, on parle de 23 points en 23 matchs. On peut également parler de Alex Killorn. Alex Killorn, 33 points en 56 matchs. Une fois en séries éliminatoires, on parle de 19 matchs, 17 points. Près d'un point par match pour Alex Killorn en séries éliminatoires. Sinon, on a eu des gars qui ont été peut-être plus réguliers. Edman a connu une bonne saison, puis il y a eu des bonnes séries éliminatoires aussi. En séries éliminatoires, on parle de 23 matchs, 18 points, c'est quand même très bien. Un jeune, Eric Cernak, 18 points en 46 matchs. En séries éliminatoires, on parle de 21 matchs, 10 points, donc environ 0,5 en termes de points par match. Ici, on est très inférieur à 0,5 d'un point par match. Alors, la production offensive de cette organisation-là a été boostée rendue en séries éliminatoires. Les performances de Vasilevskiy ont été exceptionnelles en séries éliminatoires, ce qui a permis d'ailleurs de gagner Conn Smythe. 23 matchs, 1,90. 937. Il avait connu quand même une bonne saison, Vasilevskiy, mais il a connu encore des meilleures séries éliminatoires. Et c'est ça qui nous amène au fameux point 10 millions over the cap. Est-ce que ça devrait être pris en considération le cap salarial en séries éliminatoires? Parce que même si l'équipe elle était bonne en saison régulière, cette équipe-là a eu de la difficulté en saison régulière de battre les Panthers de la Floride. Quand pourtant, une fois en séries éliminatoires, ils ont réussi à battre les Panthers de la Floride, puis ils sont rendus jusqu'en finale pour gagner la Coupe Stanley. Alors, est-ce que ça devrait être un règlement qui serait à revoir du côté de la LNH, qu'il n'y ait pas de cap salarial pendant les séries éliminatoires? C'est un débat qu'on pourrait avoir, mais assurément, ça a eu un impact sur la production offensive du Lightning de Tampa Bay, le fait de pouvoir avoir le maximum de joueurs possible. Par contre, il y a un joueur qui a écopé largement pendant la saison régulière. Ce joueur-là, c'est un joueur de longue date du Lightning de Tampa Bay qui est Tyler Johnson. Dans son cas, à lui, il a joué un total de 55 matchs l'année passée pour 22 points. Donc, il n'a pas joué beaucoup de minutes. 55 matchs, il a quand même joué beaucoup de matchs, là, mais il n'a pas joué beaucoup de minutes. La saison, pas qu'on vient de passer, l'autre d'avant, en fait, cette saison-ci, il a été mis au ballottage, puis la saison d'avant, il avait été coupé certains matchs par rapport à la gestion du cap puis tout ça. Là, il avait été cette année passé au ballottage pour qu'on espérait une équipe le réclame. Finalement, il aurait été échangé à Chicago, mais Tyler Johnson, ça a été, les 2 dernières saisons, ça a été peut-être plus difficile pour lui au niveau moral de rester à Tampa Bay. Puis c'est dommage un peu parce que c'est un gars qui était quand même une figure importante chez le Lightning de Tampa Bay. Alors, pour ce qui est de l'entraîneur, on vient bien entendu avec John Cooper. John Cooper qui est un excellent entraîneur, surtout pour motiver les gars puis l'aspect psychologique, très intéressant. Julien Brisebois qui est le directeur général de l'organisation, il a été signé pour une couple d'années, fait qu'il va être là encore pour une couple d'années à moins qu'il soit renvoyé. En 2019-2020, on parle de 70 matchs, 43 victoires, 21 défaites, 6 défaites en prolongation, donc 43 victoires pour 27 défaites. On est au-dessus de 500, ça va très bien. 92 points en 2019-2020. Champion de la Coupe Stanley. En 2021, on parle de 36 victoires, 17 défaites, 3 défaites en prolongation, donc 36 victoires et 20 défaites. Quand même, on a eu une bonne saison régulière, comme je vous ai parlé, mais les Panthers rivalisaient avec eux autres pendant la saison régulière, ce qui a été moins le cas en séries éliminatoires. 75 points en 56 matchs pour la saison régulière. Une moyenne de buts marqués de 3,21, ce qui est quand même très bon. Le 3,21, c'est la 8e meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,59, c'est la 6e défensive de la Ligue nationale. Mais il faut mentionner
quand même que Vasilevski, avec 925 d'efficacité en 42 matchs, a très bien fait. Ça l'aide un petit peu par rapport à la moyenne de buts accordés. Quand tu as une moyenne de buts accordés qui est au-dessus de 3, puis une moyenne de buts... une moyenne de buts marqués qui est au-dessus de 3, une moyenne de buts accordés qui est en dessous de 3, je pense que là, tu as une bonne balance d'équipe. 22,2% en termes d'avantage numérique, c'est le 9e avantage numérique de la Ligue nationale, et 84,2%, c'est le 4e des avantages de la Ligue nationale. L'équipe a terminé au 3e rang de sa division, c'est pour ça que j'avais pas parlé des Panthers de la Floride, c'est que c'était pas la meilleure équipe de la division, c'est ça le pire. Mais ils ont été vraiment toute une puissance rendant ces éliminatoires. 8e dans toute la Ligue nationale. Pas la meilleure équipe, encore une fois, mais champion de la Coupe Stanley. Le meilleur en termes de buts aura été Brayden Point, et c'est le seul joueur d'ailleurs à avoir compté plus de 20 buts l'année passée avec le Lightning de Tampa Bay. Ça a été quand même une bonne saison dans son ensemble pour Brayden Point, mais c'est sûr que si Kucherov avait été là, on aurait eu peut-être même plus qu'un point par match pour Brayden Point, c'est-à-dire plus que 48 points. Peut-être qu'on aurait eu du 56, du 60 points si Kucherov avait été là, peut-être même un peu plus. Fait que, bref, ça aurait changé ses statistiques offensives, c'est sûr et certain. Brayden Point a été également le meilleur pointeur avec 48 points. Par la suite, on a le meilleur défenseur à caractère offensif, mais soyons honnêtes, Victor Hedman est complet. Il n'est pas juste à caractère offensif. C'est un défenseur qui est costaud, c'est un défenseur qui est mobile, c'est un défenseur qui provoque de l'offensive et qui est intelligent dans sa zone. C'est un défenseur exceptionnel dans son cas, lui, honnêtement. Exceptionnel. Ça fait des années d'ailleurs qu'il est en nomination pour le Trophy Norris, puis c'est pas pour rien. Qui fait partie des finalistes pour le Trophy Norris, c'est pas pour rien. Alors, Victor Hedman l'année passée en 54 matchs, 45 points plus 5. Une très bonne saison pour Victor Hedman, honnêtement. Ici, on a des espoirs qui sont des espoirs qui pourraient intégrer l'alignement dès cette année. Mais ça, c'est une chose que je trouve un peu dommage avec le Lightning de Tampa Bay. C'est que c'est difficile pour les jeunes de pouvoir se faire un poste. C'est difficile de pouvoir intégrer l'alignement. C'est une équipe qui se fait plusieurs années qui sont performants. Là, on s'entend, ils ont connu une saison légendaire il y a quelques années. Ils ont gagné la Coupe cette année, pas l'année passée. Ils ont gagné la Coupe cette année 2019-2020. Ils ont gagné la Coupe cette année 2021. Fait que, ça fait des années que cette équipe-là est performante. C'est difficile de pouvoir faire rentrer des jeunes dans cette organisation-là. Puis en plus, même au niveau de la profondeur, on a été chercher des gars pendant la saison morte, ce qui empêche certains jeunes de pouvoir avoir un espace au niveau de la LNH. Puis à Syracuse, il y a des bons jeunes là-dedans, dans cette équipe-là. Puis tu as des gars qui sont rendus à la mi-vingtaine. Là, ils sont mûrs pour jouer dans la LNH. Ce qui m'amène à croire que si ces gars-là ne font pas leur place avec le Lightning, peut-être ça va être dans une autre équipe. Parce que je pense qu'ils sont rendus à ce stade-là. Certes, on va commencer avec Alex Barré-Boulet. Alex Barré-Boulet, c'est un joueur de centre de 24 ans dans la Ligue américaine. Lui, il a joué 10 matchs, 12 points, dont 8 buts. Fait que 8 buts en 10 matchs, très bon. 4 passes. Dans la Ligue nationale, on parle de 15 matchs pour 3 points. C'est un joueur de centre qui est un joueur de centre à caractère offensif. J'aime pas particulièrement le fait de le faire jouer sur mon 4e trio. C'est un gars qui pourrait monter à la place de Colton sur mon 3e trio. Mais vu son expérience plutôt limitée à l'NH, j'ai préféré quand même le laisser plus bas. C'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement, mais qui n'est pas assuré d'une place dans l'alignement cette année. Ça, c'est sûr et certain. Par la suite, on a la possibilité d'avoir un gars comme Boris Katchouk. Ça, c'est assez particulier parce que c'est pas les Katchouk, c'est les Katchouk. Mais on l'écrit vraiment pas de la même manière, by the way. Boris Katchouk, lui, c'est un ailier gauche de 23 ans. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 29 matchs, 11 buts, 23 passes, 34 points. 34 points en 29 matchs. Il a à peu près doublé sa production comparativement à l'autre année d'avant dans la Ligue américaine. Sa courbe de progression, elle est vraiment intéressante. C'est un joueur à caractère offensif, mais on n'a pas beaucoup de place dans l'alignement. Ce qui fait que moi, mes deux jeunes, que ce soit Katchouk ou Radish, j'ai décidé de les mettre comme scratch. Mais je vois mal, tu sais, un gars comme Pat Maroon ou même Bellemare, on ne sait pas ce qu'il va apporter avec l'organisation, mais tu sais, un gars comme Pat Maroon, je ne vois pas couper ça. Je verrais pas pourquoi couper ça. Bellemare, tout dépendamment comment il va s'adapter. Perry, c'est un peu la même chose, tout dépendamment comment il va s'adapter. Mais tu sais, il y a des jeunes qui sont prêts à prendre leur place si jamais les gars sont pas capables d'être à la hauteur. Mais en même temps, pour eux autres qui ont 23, 24 ans, je me dis, à un moment donné, ils doivent commencer à taper du pied. Puis, OK, j'aimerais avoir une vraie chance à LNH, là, tu sais. Pas jouer juste 15 matchs, là. Dans le cas de Boris Katchouk, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il n'a joué aucun match à LNH. Puis la même chose pour Taylor Radish. Taylor Radish est un ailier droit de 23 ans dans la Ligue américaine l'année passée. 27 matchs, 12 buts, 17 passes et 29 points. Fait c'est à peu près le même type de joueur, un peu plus productif pour Katchouk, mais tellement peu. À peu près le même type de joueur. Fait lui aussi, là, c'est une courbe de progression qui est très intéressante. Là. Il a à peu près doublé ses statistiques comparativement à l'autre année d'avant dans la Ligue américaine. Puis je pense que ni un ni l'autre a joué au niveau LNH. Fait que ça, c'est des gars qui pourraient faire partie de l'alignement, des gars à caractère offensif qui sont capables d'être des bons buteurs. Les trois que je vous ai nommés sont des bons buteurs. Peut-être Barré-Boulet.
si je ne me trompe pas, Barry Boulet, il me semble que c'est ses 3 points, c'est ses 3 buts. Il me semble qu'il n'y a pas une passe. Fait que, les 3 gars, c'est des compteurs. Les 3 gars peuvent aider l'organisation. Sauf qu'il n'y a comme pas vraiment de place. C'est sûr que tu as des gars qui sont souvent blessés. Là, ça aide un peu pour faire de la place pour les plus jeunes. Mais il reste que c'est difficile de se faire un spot avec l'alignement du Lightning de Tampa Bay. Enfin bref. Alors ça, ici, je vous propose un alignement. Cet alignement-là, en fait, c'est un alignement qui, je pense, est quand même pressenti. C'est pas tant que moi, je me dis devin, là, mais c'est des lignes qui sont pas mal déjà définies avec le Lightning de Tampa Bay, à part peut-être pour ce qui est du fond, là, mais je pense que c'est pas mal déjà défini avec le Lightning de Tampa Bay. Fait en termes de première ligne, on y va avec un Andraj Palat, 46 points, 55 matchs l'année passée, une bonne saison dans son ensemble, parce que franchement, à 40 points l'année passée, près de 50, là, pas un point par match, tu avais une bonne saison dans l'équipe, dans l'aspect offensif de l'organisation du Lightning de Tampa Bay. La réalité devient différente en séries éliminatoires. On a plusieurs joueurs qui ont atteint le cap du 1 point par match en séries éliminatoires, alors que pourtant le jeu devient plus intense et ça devient plus difficile. Ben non, écoute, il y a plusieurs joueurs, il me semble qu'il y a comme 4 ou 5 joueurs qui ont atteint le 1 point par match en séries éliminatoires avec le Lightning de Tampa Bay. Mais en saison régulière, il n'y en a pas un qui a réussi à l'atteindre. Stamkos a passé proche avec 34 points en 38 matchs. Mais il n'y en a pas un qui a réussi à l'atteindre. Fait que bref, Andraj Palat, une bonne saison dans son ensemble, que je fais jouer avec Brayden Point, qui est assurément le premier centre de l'organisation, 48 points en 56 matchs. J'aime pas le fait de dire qu'il a ralenti. D'après moi, c'est juste qu'il manquait son partenaire de ligne, parce que probablement qu'il aurait eu une bonne saison. Si Nikita Kucherov aurait été présent en saison régulière, malheureusement, il y avait eu une chirurgie, si je me rappelle bien, puis il n'a pas joué du tout de la saison régulière, mais en séries éliminatoires, on parle de 32 points, je vous l'ai dit tantôt, 32 points en 23 matchs, si je ne me trompe pas, là, pour... Ouais, ça. 32 points en 23 matchs pour Kucherov en séries éliminatoires. Puis ça l'aide toute sa ligne là, à produire offensivement puis les statistiques offensives. En termes de deuxième ligne, on y va avec Alex Killorn qui avait connu relativement une bonne saison régulière, quand même 33 points en 56 matchs. C'est à peu près ce qu'on s'attend de lui. C'est un gros joueur qui est capable de provoquer des choses aussi offensivement, mais c'est pas un joueur qui est dit créatif. C'est un joueur qui a une bonne présence puis qui est capable de se placer là où ça fait mal. Mais encore là, lui, c'est un autre gars qui est rendu en séries éliminatoires. Il me semble qu'il a été cherché comme 1 point par match. Ouais, ben presque 1 point par match. 17 points en 19 matchs pour Killorn. Par la suite, on a Chiarelli. Chiarelli, lui, c'est 22 points en 50 matchs l'année passée. Quand même, lui, par contre, je me risque pour dire un ralentissement parce que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on s'attend pour lui. Il fait quand même partie du top 6 là, d'une équipe qui est très, très portée à l'attaque. Steven Stamkos, au niveau de l'aile droite de mon deuxième trio, 34 points en 38 matchs l'année passée. Une santé tellement fragile, mais il est tellement menaçant à chaque fois qu'il joue, ce gars-là. Par la suite, on a Mathieu Joseph sur mon troisième trio, l'homme à la grosse chevelure. C'est un joueur qui est capable de patiner, honnêtement. C'est pas un joueur qui est connu comme étant créatif, ni nécessairement un joueur qui est très impliqué physiquement, mais c'est un joueur qui est capable de bien lire le jeu, qui est capable de s'adapter et qui a une vitesse adaptée à la LNH. 19 points en 56 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec Colton. C'est là où j'ai hésité un peu. J'aurais été tenté d'utiliser un gars comme Barry Boulet avec Joseph. Ça aurait peut-être été intéressant. Un gars qui est porté plus à l'attaque, mais encore là, il n'y en a pas un là-dedans qui est playmaker. Fait que je suis comme pas certain à 100%. Alors, on fait jouer avec Colton, 12 points en 32 matchs l'année passée, un joueur qui est plus de profondeur pour le Lightning de Tampa Bay. Corey Perry, qu'on a bien connu à Montréal sur le troisième trio à l'aile droite, 21 points en 49 matchs l'année passée. Lui, on va le chercher beaucoup pour son attitude et son côté leadership. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas pour sa production offensive à proprement dit. Quoique, tu peux le mettre en avant du but puis il va voiler le visage du gardien. Ça peut être utilisé. Par la suite, on a Bellemare, 11 points en 53 matchs l'année passée. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il nous arrive du Colorado. Un bon joueur de profondeur du côté du Lightning de Tampa Bay. Barry Boulet, que je vous ai déjà parlé, que je faisais au centre de mon quatrième trio. Et Pat Maroon, l'homme qui gagne des coupes à tous les ans depuis un bout de temps. Pat Maroon, 18 points en 55 matchs. C'est une présence qui est dérangeante pour l'adversaire. Pat Maroon, c'est un gros bonhomme. C'est vraiment pas le gars qui est plus rapide. C'est pas un gars qui provoque beaucoup de choses offensivement. Mais c'est ça, c'est un gars qui est dérangeant. Puis il doit avoir quelque chose au niveau de son leadership qui est intéressant aussi. On a coupé Tkachuk et Radish, que je vous ai parlé tantôt ici. Boris Tkachuk et Taylor Radish. Au niveau des défenseurs, on va partir avec un premier point qui est important, c'est l'absence de Kel Foot. Kel Foot qui est absent pour au moins 6 semaines. À partir, ça a commencé fin septembre, je pense. C'est en quelque part, genre aux alentours du 22 septembre. Puis c'était 6 semaines, fait que ça devrait mener peut-être début novembre à peu près. Fait que le jeune défenseur, malheureusement, ne sera pas dans l'alignement en partant pour commencer la saison, mais l'équipe ne sera quand même pas à plaindre. C'est quand même une bonne défensive de manière générale. C'est sûr qu'on a perdu les services de David Savard, mais encore là, David Savard, c'était pas nécessairement ton solide top 4. Là, je veux dire, l'équipe est quand même capable de très bien s'en sortir dans son top 4, même si David Savard n'est pas là. Puis David Savard, ça faisait pas 10 ans qu'il était là non plus. Là. Fait que bref, au niveau de la défensive, la première paire est
pas mal défini par défaut. C'est Victor Edman, 45 points en 54 matchs, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale et des plus complets actuellement. Fait que ça, c'est un étoile dans l'organisation. Et lui, malgré le fait qu'on avait une absence totale de Kucherov en saison régulière, puis une absence quand même pour plusieurs matchs de Stamkos en saison régulière, sa production offensive en saison régulière, 45 points en 54 matchs, ressemble quand même beaucoup à sa production offensive en séries éliminatoires où il a connu 18 points en 23 matchs. Fait que, tu sais, en termes de pourcentage, il est un petit peu plus élevé en termes de rendement en séries éliminatoires, mais le gars a été constant malgré l'absence de joueurs étoiles. Lui-même est un étoile, c'est sûr. Par la suite, on le fait jouer avec Ruta. Lui, c'est 8 points en 35 matchs. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer la saison au complet l'année passée. Ryan McDonough sur ma deuxième paire, 12 points en 50 matchs. C'est un gars qui a surtout beaucoup de leadership et qui joue défensivement et qui bloque des tirs. Que je joue avec le jeune Eric Cernak. Dans son cas, à lui, c'est 18 points en 46 matchs l'année passée. C'est pas nécessairement un gars qui est porté très à l'attaque, mais c'est un gars qui est quand même capable d'avoir des passes. Il peut participer à des jeux pareils, mais il reste que c'est pas un défenseur qui est connu, qui avance beaucoup. Mais en séries éliminatoires, c'était intéressant. On n'était pas loin d'un point par deux matchs, donc 0.5. C'était quand même intéressant au niveau de sa production offensive. Puis mi-vingtaine, si je ne me trompe pas dans son cas à lui. Fait que c'est un gars qui est hyper intéressant à faire jouer avec un gars d'expérience et solide défensivement comme Ryan McDonough. Par la suite, on a Sergachev. Mikhail Sergachev, lui, c'est 30 points en 56 matchs l'année passée. Qu'on fait jouer avec le nouveau venu Zach Bogosian, 4 points en 45 matchs. Clairement pas un défenseur top 4 dans le cas de Bogosian. C'est un gars qui est capable de frapper et d'avoir une bonne présence. Et on coupe Clayson. Alors Sergachev, vous le connaissez, c'est un défenseur qui est mobile, qui est capable de provoquer des choses offensivement. C'est sûr que sur l'avantage numérique, on a Edman et Sergachev qui sont les gars les plus intéressants à utiliser comme défenseurs en avantage numérique. Donc, il y a un rôle qui est un rôle important au sein de l'organisation, ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Au niveau des gardiens de but, ben là, je veux dire, on se le cachera pas. Là, il a fait partie des finalistes pour le trophée Vizina. Andrei Vasilevskiy a connu une saison régulière qui était une très bonne saison régulière, mais il a connu des séries de fou. Bien entendu, le trophée Vizina est remis en conséquence de la saison régulière. Là. Fait, il a connu quand même une bonne saison régulière dans le cas d'Andrei Vasilevskiy. Quand même 42 départs sur 56 matchs. C'est quand même... ça laisse 14 autres matchs. C'est quand même beaucoup. Là. Il a parti presque tous les matchs en saison régulière. 2,21 de moyenne et 925 d'efficacité. C'est très bon quand même, mais rendu en séries éliminatoires, on parlait de 937 d'efficacité. C'est excellent du côté d'Andrei Vasilevskiy. Donc, une très très bonne saison pour lui l'année passée. Il a gagné le trophée Conn Smythe pour le joueur le plus utile en séries éliminatoires. Et là, on a fait l'acquisition de Brian Elliott. 30 matchs l'année passée, 3.06, 889. Ces statistiques-là vont assurément augmenter avec le Lightning de Tampa Bay. J'ai aucun doute là-dessus. On va franchir le cap, d'après moi, des 900. Peut-être que dans le cas d'Elliott, on pourrait s'attendre à du 900, mettons 902, 910 là, dans ces eaux-là. Peut-être pas du 920 ou du 930. Mais son efficacité devrait augmenter avec le Lightning de Tampa Bay, d'après moi en tout cas. Alors le Lightning de Tampa Bay, c'est une organisation qui malheureusement laisse pas nécessairement beaucoup d'espace pour que les jeunes puissent rentrer dans leur alignement. Ils ont quand même des gars qui sont pas vieux puis qui réussissent quand même à gagner de l'expérience. Je vois entre autres Sergachev et Cernak qui, Sergachev va être utilisé en avantage numérique, c'est quand même intéressant pour un jeune. Puis Cernak qui est quand même utilisé dans le top 4. Donc, ils sont quand même capables de rentrer certains jeunes, mais c'est difficile pour des gars qui pourtant, je pense qu'ils sont rendus au step LNH de pouvoir se faire une place dans l'alignement régulier du Lightning de Tampa Bay. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être à suivre du côté du Lightning de Tampa Bay, mais sinon, l'organisation est dominante depuis des années, puis elle va l'être encore. Je veux dire, s'il n'y a pas de blessure, tu as des gars qui sont exceptionnels au niveau offensif, en Kucherov, en Stamkos, même Brandon Point, Victor Edman, même si c'est un défenseur, au niveau offensif, il est exceptionnel. Tu as Vasilevskiy qui, je veux dire, un des meilleurs gardiens de but de sa génération. Fait que, sinon, le meilleur gardien de but de sa génération. Fait que cette organisation-là n'a pas vraiment de raison de s'écrouler cette année. John Cooper fait un travail exceptionnel. Puis, pour moi, le Lightning de Tampa Bay n'est pas juste une équipe qui va faire les séries. C'est encore une fois une équipe qui devrait être capable d'être très performante en séries éliminatoires. C'est sûr que rendu en séries éliminatoires, on ne sait jamais comment l'équipe va se présenter. Ça peut être de la fatigue mentale, ça peut être une épreuve au vestiaire, ça peut être plein de choses qui vont faire que, même si l'équipe a été très bonne en saison régulière, elle va s'écrouler en séries éliminatoires. Mais d'après moi, le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui fait partie des contenders pour la Coupe Stanley cette année. Alors, cette équipe-là devrait faire les séries avec pas trop de difficultés, sauf si plusieurs blessures à long terme il y a. Alors c'est ça pour ce qui est mon preview 2021-2022 du Lightning de Tampa Bay. Si vous l'avez aimé, on n'oublie pas de faire un j'aime et également de partager pour qu'on jase en hockey avec un maximum de gens possible. Lorsqu'on s'abonne, on active la petite cloche puisqu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris ce temps-là et on se reparle très prochainement.